Bonjour, bienvenue au Forum des images en ce lundi de Pâques. Merci d'être présents et d'être fidèles et nombreux à ce rendez-vous en ligne du Forum des images, donc tous les lundis. Et je suis particulièrement ravie ce soir d'accueillir Lucie Garçon pour un zoom sur Aloïse de Liliane de Kermadec. Un zoom d'autant plus exceptionnel que c'est une cinéaste disparue l'année dernière dont on connaît très peu le travail. Aloïse est sans doute son film le plus célèbre avec Delphine Seyrig et Isabelle Huppert. Et donc je remercie particulièrement Lucie Garçon d'avoir choisi ce film en ce lundi de Pâques. Ça fait vraiment une séance particulièrement exceptionnelle, une séance découverte pour nous tous. Donc, Lucie, pour la présenter, est critique, membre du comité de rédaction de la revue Débordement, qui existe en ligne, mais aussi en version papier désormais. Lucie enseigne le cinéma et les arts visuels, et ses recherches portent sur les relations entre le cinéma et l'art brut, ce qui nous intéresse bien sûr ce soir avec Aloïse. Donc, Lucie, c'est à vous. Bonjour à tous. Alors, je vais vous dire d'abord un petit mot sur la façon dont j'ai découvert ce film Aloïse de Liliane de Kermadec. C'est effectivement parce que je fais des recherches donc, sur les relations entre le cinéma et l'art brut, relations qui peuvent être de différentes sortes. Et il se trouve que j'ai longtemps pris donc Aloïse pour le seul film de fiction qui était consacré à un ou à une artiste d'art brut, à proprement parler. Mais tout cela dépend aussi bien sûr des définitions de l'art brut, des critères selon lesquels on fait appartenir un artiste à cette catégorie, sachant qu'il y a des dissensus sur ce point et c'est tant mieux. Et c'était aussi sans compter sur l'incroyable histoire du facteur cheval de Niels Tavernier. Si on assouplit un petit peu encore donc, les frontières de l'art brut, au risque d'empiéter dans le domaine de l'art naïf ou du folk art, comme on l'appelle en Amérique du Nord, on pourrait aussi inclure dans cette liste le Séraphine de Martin Provost, avec Yolande Moreau dans le rôle titre, ou encore Maudit, le film canadien de Aisling Walsh sur l'artiste canadienne Maud Lewis. Mais voilà, dans cet ensemble filmographique-là, on pourrait dire, donc celui du biopic d'artistes bruts ou apparentés, le film de Liliane de Kermadec reste un petit peu en marge, justement. Alors, donc voilà l'affiche d'Aloïse, sortie en 1975, donc c'est-à-dire beaucoup plus tôt que ceux que je viens de citer. Ensuite, l'autre différence, c'est peut-être la biographie d'Aloïse Corbaz. Biographie d'un abord tout de même très difficile, puisque cet artiste a passé 45 ans en hôpital psychiatrique, 46 même pour être exact. Il y a aussi, pour différencier ce film, l'approche de Liliane de Kermadec, son style cinématographique ou son regard sur cette biographie, qu'il faut sans doute comprendre à la lumière du contexte des années 70, contexte qui est celui de la critique sociale et de la critique institutionnelle. Donc Liliane de Kermadec, que l'on voit ici accompagnée de Delphine Seyrig et d'Isabelle Huppert, qui donc jouent toutes les deux dans Aloïse, est née en 1928 à Varsovie. Elle est décédée l'an dernier, mi-février 2020, à Paris. Sa filmographie compte 5 longs métrages, dont voici les titres que j'ai mis en blanc. J'ai inclus le dernier, qui est un documentaire qui a été diffusé au Saint-André-des-Arts en 2017. S'ajoutent en gris, en plus petit, 3 courts-métrages réalisés en tout début de carrière, ainsi que différents travaux pour la télévision que là, je n'ai pas mis, mais qu'on peut trouver, dont on trouve les traces sur Internet et notamment sur sa page Wikipédia. Cette œuvre filmographique est dispersée, peu ou non diffusée. C'est très difficile de trouver une filmographie complète où que ce soit, et encore plus de trouver les films eux-mêmes.
En 1975, Liliane de Kermadec apparaissait comme une cinéaste très prometteuse, mais elle a rencontré de grosses difficultés autour d'un projet que j'ai indiqué ici en rouge, Sophie et le capitaine, son 3e long métrage, dont le tournage a été interrompu par la productrice. Selon toute probabilité, cette affaire a probablement et malheureusement eu un impact négatif sur la carrière de Liliane de Kermadec, sinon sur son œuvre, dont j'espère qu'elle sera un jour rassemblée pour qu'on puisse mieux l'appréhender par-delà cette trajectoire contrainte. Le premier long métrage de Liliane de Kermadec, Home Sweet Home, avait été présenté au Festival de Cannes en mai 1973 et il a bénéficié d'un bon accueil critique. C'est donc dans ces conditions que Liliane de Kermadec décide de réaliser un film à partir de la vie d'Aloïse Corbaz, dont elle va coécrire le scénario avec André Téchiné. Alors, le cinéma d'une part et l'art brut de l'autre sont des domaines assez distants, très peu connus l'un de l'autre. Ils allaient trouver ensuite d'autres occasions de dialoguer, ces deux domaines, dans les années suivantes, mais sous d'autres formes, plutôt du côté du documentaire ou du cinéma expérimental. Comment Liliane de Kermadec a-t-elle pu découvrir la vie et l'œuvre d'Aloïse ? Peut-être au hasard d'une vitrine de librairie qui exposait ce petit livre rose, là, que voici. C'est le 7e fascicule de l'art brut qui est paru en 1966, soit 2 ans après la mort d'Aloïse Corbaz. Peut-être aussi que Liliane de Kermadec a appris l'existence d'Aloïse Corbaz à l'occasion d'une exposition d'art brut qui a été accueillie au Musée des Arts décoratifs à Paris en 1967. Peut-être enfin que c'était dans le contexte général d'un regain d'intérêt pour l'art brut, dans le contexte donc de la donation que Jean Dubuffet a fait à la ville de Lausanne en 1971. Il faut peut-être que je fasse un petit crochet sur l'art brut et sur la place d'Aloïse Corbaz dans tout ça, avant d'en revenir au film de Liliane de Kermadec. Donc l'expression d'art brut est celle qu'a choisie Jean Dubuffet pour désigner non pas donc ses œuvres à lui, mais un ensemble d'œuvres d'autres qu'il a commencé à collecter au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Cette collection, qui est conservée à Lausanne donc depuis les années 70, intitulée Collection de l'art brut, regroupe des œuvres de personnes qui sont très très éloignées des mondes de l'art et des milieux présumés cultivés, du moins en tout cas au moment de leur découverte. Ce sont aussi des personnes très marginales d'un point de vue social en général, des patients psychiatriques donc, mais pas seulement. On trouve aussi de grands excentriques ou des artistes médiumniques parmi la collection du Buffet. On peut dire donc que cette expression d'art brut a été adoptée ensuite dans le secteur de l'art, en France et dans les pays frontaliers francophones, pour qualifier des ensembles apparentés à celui que le peintre collectionneur du Buffet a mis en évidence. Avec d'autres, comme Adolphe Wolfli par exemple ou André Robillard, Aloïse apparaît aujourd'hui comme une figure majeure de cet art brut. Dubuffet lui a intégré dès la fin des années 40 et elle est connue pour ses dessins réalisés au crayon de couleur ou au pastel, avec une dominante chaude, rouge comme on le voit. Ils sont de différentes tailles, fonction du matériel dont Aloïse a pu disposer au cours de sa vie, allant globalement d'un petit format ordinaire, disons autour du A4, je suis très générale, mais jusqu'au plus grand, c'est-à-dire celui-ci, qui est donc le cloisonné de théâtre, qui consiste en une série de dessins d'1 mètre de large qui sont cousus entre eux sur une longueur de 14 mètres. Il a été réalisé donc, par Aloïse en 1951. Aloïse Corbaz, comme vous le voyez, dessine des personnages féminins dans des décors fastueux, fleuris, parfois en couple avec un homme, mais souvent la figure masculine est miniaturisée, rendue à l'état d'accessoire comme un bijou ou un médaillon. Aloïse est née à Lausanne en 1886, dans une famille non pas misérable, mais assez modeste. Un père employé des postes, une mère d'origine paysanne, qu'elle perd à l'âge de 11 ans. Elle bénéficie d'une éducation en école secondaire, elle fait du chant et nourrit l'espoir de devenir cantatrice.
Finalement, elle part en Allemagne en 1911 pour y exercer les fonctions de gouvernante, à Leipzig d'abord, puis à Potsdam, auprès de familles de haut rang aux abords de la cour de l'empereur Guillaume II. Elle revient à Lausanne un peu en catastrophe, semble-t-il, en 1917, anxieuse, perturbée, et elle est internée en 1918 à l'asile de Seury d'abord, puis à la Rosière, à Guimel, à partir de 1920, où elle restera jusqu'à sa mort en 1964. C'est donc dans ce contexte-là, celui de son hospitalisation pour troubles mentaux, que va émerger son œuvre dessinée et qu'elle va être peu à peu protégée, puis observée et valorisée au gré de l'attention que lui ont accordée la communauté des infirmiers et des médecins qui la suivaient. Le film de Liliane de Kermadec retrace toute cette existence, ou presque, à partir de la mort de sa mère, de la mère d'Aloïse, qui est évoquée par un carton au tout début du film, jusqu'à la mort de l'artiste elle-même, donc à la toute fin. Aloïse y est interprétée par deux grandes actrices, donc comme je le disais tout à l'heure. Isabelle Huppert d'abord, qui a alors une vingtaine d'années, c'est l'un de ses tout premiers rôles. Elle y incarne Aloïse jusqu'à son départ de Lausanne pour l'Allemagne, c'est-à-dire quand même jusqu'à ses 25 ans. Ensuite, c'est Delphine Seyrig qui prend le relais à partir de son expérience de gouvernante à Potsdam. Et puis, pour tout le reste du film, moyennant un peu de maquillage, puisque Aloïse doit apparaître âgée à la fin. Je ne vais pas trop m'attarder sur le casting d'Aloïse, mais je signale la présence de Michael Lonsdal dans le rôle de ce jeune médecin qui arrive au milieu du film pour prendre la direction de l'hôpital d'Aloïse. Le style cinématographique d'Aloïse, donc du film, au moment de sa sortie, a été jugé distant, je cite, relativement au personnage principal. L'artiste Aloïse, donc, il a été jugé austère, dans un sens mélioratif ou péjoratif d'ailleurs. Sécheresse et dépouillement, écrit Jacques Séquier dans Le Monde le 5 avril 1975. Sur ce point, il faut dire que la personnalité d'Aloïse elle-même, introvertie, avec beaucoup de distinction dans la tenue, dans les gestes, ont pu donner au film cette couleur-là, cette retenue dans le style, dès lors que les actrices Isabelle Huppert et Delphine Seyrig l'ont si bien respectée. C'est vrai aussi que Liliane de Kermadec ne joue pas des stéréotypes de l'artiste maudite dans ce film, ou pour le dire autrement, elle n'a pas fait de la souffrance d'Aloïse ou de son génie le moteur de son intrigue. Elle ne rend pas spectaculaire ni ses élans créatifs, ni ses symptômes. Elle ne les cache pas non plus. C'est d'ailleurs notable qu'en fait, il ne soit question des dessins d'Aloïse que dans les 20 dernières minutes du film, qui dure 1h50. Donc, à partir d'1h30, on découvre les dessins d'Aloïse, on découvre qu'elle dessine. Le spectateur n'y est pas vraiment préparé en plus. On sait qu'Aloïse s'enferme dans les toilettes de l'hôpital, puisqu'il y a ce plan sur cette porte qui revient plusieurs fois dans le film, où on entend la voix d'Aloïse en voix off, donc qui improvise des lettres, des poèmes en prose. On voit aussi Aloïse à l'occasion prendre un carton dans une poubelle, mais enfin, si on ne connaît pas son histoire, il n'y a pas de raison de savoir ce qu'elle fait en fait de tout cela. On apprend plus tard, au détour d'une conversation à l'infirmerie, vers 1h15 de film, qu'elle écrit lorsqu'elle s'enferme dans les toilettes. Mais alors, il s'agit d'écriture. Celles et ceux qui ne connaissent pas l'œuvre d'Aloïse ne peuvent pas s'attendre à ce qu'elle dessine. Donc, en fait, il n'y a aucune tension narrative qui est entretenue dans ce sens. Ce n'est qu'a posteriori que le spectateur pourra se demander par quel chemin est passée cette œuvre, c'est-à-dire quel chemin elle a emprunté, cette œuvre dessinée d'Aloïse, pour naître et pour se faire hors champ. Cette grande sobriété dans le traitement du personnage et de son histoire personnelle va de pair avec une attention au contexte chez Liliane de Kermadec, qui est vraiment frappante. La cinéaste a veillé à inscrire la trajectoire d'Aloïse dans son paysage sociétal, historique et institutionnel, dans cette petite société vaudoise du début du XXe siècle, dans cette aristocratie allemande sous Guillaume II, puis dans l'hôpital psychiatrique dans les années 20 jusqu'aux années 60.
Elle a aussi inclus, la cinéaste, dans son film, cette figure-là, que vous voyez tout à l'heure. Donc cette jeune femme qui vient rendre visite à Aloïse à la fin du film. Il s'agit de Jacqueline Poré-Forel, hein, qui est étudiante en médecine générale, donc à l'époque là où elle est représentée. Son rôle en faveur de l'œuvre d'Aloïse est fondamental. C'est elle qui a fait connaître cette œuvre à Jean Dubuffet. Comme on le voit dans le film, elle venait rendre visite donc à Aloïse, elle discutait avec elle l'écoutait, elle lui apportait du matériel aussi pour dessiner. Aloïse lui a par ailleurs dédié son œuvre majeure, donc le cloisonné de théâtre, dont on voit la partie supérieure dans le film. Jacqueline Poré-Forel n'a jamais cessé d'étudier l'œuvre d'Aloïse. Elle est aussi la co-autrice du fascicule de l'œuvre de l'art brut numéro 7 que je vais vous montrer tout à l'heure, le petit livre rose, par lequel Liliane de Kermadec a peut-être découvert l'œuvre d'Aloïse. Et je suis quasiment certaine qu'elles se sont rencontrées pendant l'écriture du film. De façon générale, Aloïse a visiblement exigé un travail de recherche et d'immersion documentaire de la part de la cinéaste tout à fait considérable. Ce n'est pas un film à thèse, c'est pas ce que je voulais dire, mais puisque on a en fait une succession de séquences éparses, à peine raccordées les unes aux autres, non datées, sans transition, mais très éloquentes quant aux normes en vigueur autour d'Aloïse, aux oppressions plus ou moins insidieuses qu'elle a pu subir et aux gestes amis qu'elle a pu percevoir autour d'elle. Tout cela fourmille de détails tout à fait judicieux. Pour cette intervention, donc, j'ai choisi d'analyser une séquence qui me paraissait bien illustrer l'alliage dans le regard de Liliane de Kermadec entre cette sobriété, cette retenue dans le traitement du personnage et ce regard donc très documenté, soucieux des environnements sociaux et humains dans lesquels Aloïse a frayé son chemin, soucieux du détail. Il s'agit d'une séquence importante dans le récit puisqu'elle nous informe de l'internement d'Aloïse. On est donc au point de bascule dans cette biographie. Et Liliane de Kermadec le fait correspondre au point médian de son film, puisqu'on est en fait à 55 minutes exactement à mi-chemin du film. J'ai mis le curseur un petit peu en amont dans la séquence précédente, où on voit le médecin de famille qui explique donc au père d'Aloïse que sa fille doit se reposer. C'est pour vous laisser apprécier l'ellipse. Donc l'extrait va durer un peu plus de 5 minutes. Ce qu'il lui faut, c'est du repos, du calme. Je vais prévenir, on viendra la chercher. Vous ne pouvez pas la garder ici, on ne sait pas ce qui peut arriver. Bien sûr. Merci, docteur. Combien est-ce que je vous dois? T'as du feu? Alors ce rhume, ça ne va pas mieux? Il n'y a rien à faire
À chaque fois que je suis de garde de nuit, je m'en vais. Oh, c'est ce couloir. Oh, c'est trop beau, hein? Bon, ben, je sens que c'est pas encore ce soir que je vais venir vous embrasser. Il manque pas plus que ça. C'est pourtant bien mignon. Bonsoir, mademoiselle Mouchoir. Alors, Madame Rose, on vient pas se coucher? On sera fatigué demain. Mon père m'a écrit qu'il s'ennuyait beaucoup de moi. Il va venir me chercher. Ah oui? Je suis pas au courant. Ça m'étonnerait bien. Votre papa sait très bien que vous devez rester avec nous. Allons. Il faut vous coucher maintenant. Allons, venez. Il ne pourrait pas me retrouver, il est déjà venu, il ne m'a pas trouvé. Allons, faut être sage. Il y a promenade demain. Si vous voulez y aller. Alors on se couche à 6 heures ici. T'as déjà vu ça, toi? Pierre Cantoul, alors? Nous prennent pour des poules ou quoi? Oh douleur, oh désespoir, je ne parviens pas à saisir les fleurs délicates. Pénétrant partout, je viens involontairement déposer dans chaque repli de mon cœur, emmuré par la misère. Que ne puis-je retremper mon âme en feu dans les yeux? Firmament constellé d'étoiles d'un homme inaccessible que j'aime éperdument. Seul, un miracle, l'amour divin pourra raser les murs qui m'en séparent éternellement. Donc, ce qui frappe d'abord, c'est le caractère peu spectaculaire de cette séquence, en dépit de ce qu'elle nous apprend, c'est-à-dire schématiquement, Aloïse est internée, car d'après le regard médical, donc, elle est gravement malade. On aurait pu s'attendre à quelque chose de plus impressionnant, de plus dramatisé. Alors, dans les minutes précédentes, on a vu Delphine Seyrig effectuer quelques actes plus excentriques, s'affoler de la guerre, donner une plaidoirie pacifiste dans la rue, jeter ses affaires par la fenêtre, interpeller les passants sur l'emprisonnement d'innocents, etc. On peut en passant remarquer cette chose qui est que Liliane de Kermadec met ce craquage d'Aloïse en corrélation avec l'histoire, avec l'actualité internationale et avec la guerre, plutôt qu'avec un délire de romance amoureuse avec l'empereur Guillaume II, comme cela est fait la plupart du temps dans les biographies d'Aloïse. Et je trouve en fait cette appréhension de la biographie d'Aloïse par l'histoire politique tout à fait intéressante. Et peut-être qu'il faudrait creuser aussi dans cette direction pour ce qui est de son œuvre. Donc, sinon, il n'y a pas d'emphase dans le traitement cinématographique des frénésies d'Aloïse. On reste là sur un enchaînement de séquences assez courtes, avec une caméra plutôt fixe en général ou peu agitée, qui se rapproche rarement du sujet. Ensuite, donc, l'internement d'Aloïse n'est pas rendu sensationnel non plus. Il y a 1 ou 2 instants plus énergiques que les autres dans la séquence qu'on a vue, avec l'intervention de ces 2 patientes qui refusent chacune à leur manière d'aller se coucher.
Mais il ne s'agit pas d'Aloïse elle-même et globalement, cette séquence reste relativement calme au vu de ce qu'elle nous dit d'assez grave, encore une fois, puisqu'Aloïse est internée. Bon, c'est un peu court comme résumé. S'agit-il bien de cela au fond? Reprenons. Merci, docteur. Combien est-ce que je vous dois? Demande le père d'Aloïse, depuis la maison familiale. Puis immédiatement, des bruits de pas se font entendre. Il se voudrait léger, mais dans ce nouveau lieu qu'on devine minéral, sur ce sol dur, sec et froid, il résonne. Des femmes sont assises contre un mur, occupées à ceci ou à cela, du tricot, de la contemplation. L'une est par terre, sous une couverture, près d'un radiateur. D'autres attendent, debout contre une porte vitrée ou ailleurs, plus ou moins hagardes. Parmi elles, Aloïse, Delphine Seyrig, fait les 100 pas. Les murs sont peints en gris sombre, les appliques murales sont éteintes, l'atmosphère est crépusculaire. Tenant compte de la séquence précédente, on comprend assez vite, je crois, que nous sommes dans une maison de repos, un asile ou un hôpital, et l'intervention des infirmiers vêtus de blanc finira d'en convaincre au bout de moins de 2 minutes. Moins immédiate, en revanche, serait la caractérisation des lieux de l'hôpital que nous traversons durant cette séquence. À s'en tenir à l'usage qui est fait de la première pièce par les patientes, comme elles portent bien leur nom, on les voit ici qui attendent pour on ne sait quelle raison exactement. On songe donc d'abord peut-être à quelque chose comme une salle d'attente, mais finalement, toutes ces patientes sont prises en charge en même temps. Nous sommes dans le hall d'entrée d'un bâtiment, au pied d'un escalier qui nous mènera à un couloir vestiaire, en passant par un palier. Tous ces endroits sont somme toute peu qualifiables. En tout cas, leurs fonctions sont floues, indéterminées, hybrides, vestibule, couloir, lieu transitoire, lieu de passage, zone intermédiaire. Et nous-mêmes, les spectateurs, sommes entre deux temps, entre deux certitudes concernant les faits dont on devrait prendre acte. Nous en retrouverons bien quelques-unes des certitudes, mais il semble bien que quelque chose nous ait définitivement échappé en l'espace d'un cut depuis la séquence précédente. On pourrait le penser, du moins au début de la séquence, qu'il s'agit du jour de l'internement d'Aloïse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de transition entre l'image du père qui demande au médecin combien il lui doit et le premier plan tourné dans l'hôpital. C'est un cut. Il n'y a pas de carton pour nous donner une indication chronologique, pas le moindre fondu enchaîné, pas le moindre fondu au noir, qui sont autant de manières de signaler un saut dans le temps au cinéma. Il n'y a pas non plus le moindre plan de l'extérieur de l'hôpital. C'est un aspect important du film Aloïse. Liliane de Kermadec et sa monteuse, Claudine Merlin, je le précise, c'est la monteuse de Muriel ou Le temps d'un retour d'Alain Resnais. Liliane de Kermadec et Claudine Merlin ont fait l'économie de ce genre d'artifice-là, fondu, plan de coupe, etc., tout au long du film. Et cela porte à conséquence, puisqu'en l'absence d'indice temporel, on est porté à supposer des ellipses courtes, et ici, mettons quelques heures, entre la prescription du médecin de famille et l'image d'Aloïse parmi ses patientes dans ce hall. Ce n'est qu'ensuite et très progressivement que le doute s'installe concernant cette chronologie. D'abord avec l'arrivée des infirmiers. On ne voit pas saluer les patientes, ni tenter quelque chose comme une amorce de diagnostic ou un tri. Tout cela a donc déjà été fait. Ils apportent de l'itératif dans cette séquence, par leur dialogue. À chaque fois que je suis de garde de nuit, j'ai un rhume. Il y a ensuite l'épisode cruel avec cette patiente qui espère la venue de son père, où on lui répond « Ah oui, votre père, je ne suis pas au courant ». Cela se confirme, les malades sont connus du corps soignant. On réalise peu à peu qu'il s'agit d'une scène ritualisée de coucher, grâce à la patiente qui se révolte et qui nous apprend qu'il est 6 heures. Entre la vie à l'hôpital et la vie normale, dont il nous reste le souvenir du père d'Aloïse, l'intervalle de temps, de durée, donc, devient indéfini. On ne saura pas si Aloïse est là depuis quelques heures, 2 jours, 1 mois ou des années. Mais on ne peut plus dire que cette séquence raconte l'internement d'Aloïse comme événement. Elle montre son internement comme situation. De ce point de vue, c'est une scène conjuguée à l'imparfait. En toutes lettres, on ne traduirait pas ça par « gravement malade, Aloïse fut internée », mais le soir, Aloïse se couchait à 6 heures, comme toutes les autres patientes de l'hôpital.
Bon, c'est une base. Peut-être vaudrait-il mieux dire, le soir, les patientes de l'hôpital se couchaient à 6 heures, ainsi d'Aloïse. Car autre chose de remarquable de cette séquence, sur le plan de la mise en scène, c'est qu'elle n'est pas centrée, ou pas immédiatement centrée, sur le personnage d'Aloïse. Elle ne le sera qu'à la toute fin. Et encore, je vais y revenir. Par ses choix de cadrage, de montage et de séquençage, par ses mouvements d'appareil, Liliane de Kermadec concède une large place au second rôle, mais aussi aux silhouettes et figurantes en charge d'incarner les femmes auprès desquelles Aloïse va passer une grande partie de sa vie. Ces femmes ne se fondent pas dans le décor. Elles prennent vraiment chair. L'une d'elles a un nom, Madame Rose. Elles affirment une personnalité au cours de cette séquence. On les retrouvera ici et là d'ailleurs dans le film. Dès cette première séquence, tournée à l'hôpital, Liliane de Kermadec leur consacre des plans rapprochés. Il semble aussi que pour décider d'un cadrage, d'un mouvement d'appareil ou d'un raccord, elle se soit référée à ses silhouettes plutôt qu'au corps de l'actrice Delphine Seyrig. Je remonte. On a aussi, je commence par le premier, on a d'emblée donc ce premier plan, cadré autour de ces deux femmes assises, dont l'une tricote et l'autre regarde le ciel par la fenêtre. Aloïse qui marche dans ce plan, mais elle n'y est pas identifiable avec certitude, car la caméra étant abaissée à hauteur des femmes assises, le haut de son corps reste hors champ. Et cette caméra ne la suit pas immédiatement. Elle la laisse ressortir du cadre et se décale un peu sur la droite, le temps de nous laisser découvrir une troisième femme occupée à toute autre chose encore. Elle écrit. On a aussi, un peu plus tard, ce raccord-là, qui semble répondre non à un geste d'Aloïse, mais au regard d'une autre patiente dans la profondeur de champ, dirigée subitement vers la droite. En faisant un raccord sur le regard de ce personnage, suite à son geste de la tête, Liliane de Kermadec et Claudine Merlin lui concèdent un primat sur le montage, et par là beaucoup d'importance, puisqu'elle se retrouve à flécher l'espace, à articuler le chant et le contre-chant, même si elle reste floue tout au fond du plan. Aloïse, donc, décadrée, excentrée, reste mutique jusqu'aux derniers instants de la séquence. C'est plutôt au personnage secondaire, infirmier et patiente, qu'il revient d'occuper le fil dialogué et par là notre attention. Celle qui dit attendre son père et celle qui se révolte contre la planification des journées à l'hôpital, digne d'un poulailler. Je l'ai déjà dit, c'est grâce à ces personnages que l'on retrouve la certitude qu'on est dans un hôpital et que l'on obtient quelques informations factuelles sur ce que l'on voit exactement, c'est-à-dire une scène de coucher, sur l'heure qu'il est, etc. Par elles aussi, nous comprenons en pointillé quelques liens, on peut dire sociaux, quelques relations interindividuelles sur la base desquelles fonctionne cette communauté que l'on voit à l'écran. Il y a d'abord les relations entre soignants et soignés. Les soignants peuvent allumer les cigarettes des soignés. Ils peuvent tenter de les convaincre avec plus ou moins de condescendance ou de considération. Ils peuvent aussi priver le groupe de l'un de ses membres s'il est estimé qu'il le perturbe. Il y a ensuite les relations entre les patientes et celles qui se révoltent et imitent la poule avant d'être mises à l'écart, par exemple. Son rôle semble tout à fait important au sein du groupe. C'est elle qui obtient du feu pour allumer ses cigarettes et elle allume ensuite celle de toutes les autres fumeuses autour d'elle. En faisant plus attention à toutes ces figurantes, ces silhouettes qui entourent Aloïse, on découvrira qu'elles tissent des liens discrets entre elles et avec leur environnement qui nous permettent d'appréhender la structure fragile de la communauté qu'elles forment. Les patientes écoutent les conversations entre les infirmiers et certaines peuvent la commenter, comme c'est le cas dans l'escalier. « Il est pourtant bien mignon », dit l'une d'entre elles. 5 mots. C'est le maximum que peut prononcer une actrice au cinéma sous le statut de silhouette parlante. Je n'en ferai pas le détail, mais il y a des regards, droits ou obliques, des chuchotements, des déplacements tout à fait significatifs dans cette séquence par lesquels il se révèle que ces femmes de l'ombre interagissent et qu'ainsi elles composent une petite communauté, peut-être faillible, peut-être précaire, mais communauté tout de même. Et ce, par-delà les malentendus possibles entre l'une et l'autre, malentendus qui découlent du grand écart entre leurs visions du monde. Chacune semble avoir en puissance la faculté de recomposer le tissu de liens qui l'unit au groupe, de déstructurer ou de restructurer cette petite société, de la remagnétiser autour de tel ou tel événement.
J'insiste sur ces rôles secondaires et ces figurantes, car cette séquence produit, il me semble, une très forte impression de réalisme, et que cela n'est pas seulement lié aux costumes, au décor. Il y a ces dialogues, ces interventions, l'étrange et délicate rythmicité, la scansion de cette scène, avec ces moments d'attente, ces moments d'agitation, ces interventions orales, corporelles, cet entrelac complexe d'émotions, et surtout ce sens du détail qu'on retrouve, comme je l'ai dit, dans tout le film. L'anecdote de la cigarette, le tricot, etc. Tout cela, qui n'est d'aucun spectaculaire donc, mais de tout cela, il ressort un effet de réel très fort. On peut se demander quelles ressources documentaires ou autres Liliane de Kermadec a pu mobiliser pour affûter son regard autour du thème de la psychiatrie. On pourrait ici songer à la collaboration d'André Téchiné qui a coécrit ce scénario, d'autant qu'il vient alors de réaliser un film, Paulina s'en va, sorti en 69, a priori assez proche par son sujet puisqu'il raconte l'histoire d'une jeune femme à la personnalité excentrique qui se retrouve à l'hôpital ponctuellement. Mais cette séquence à l'hôpital dans Paulina est d'un abord beaucoup plus lisse et bien plus focalisée sur le personnage. Je dis cela bien sûr sans minimiser le rôle qu'a joué Téchiné pour Aloïse, mais je crois que ce fourmillement de liens fragiles entre les patientes lui vient d'ailleurs à Liliane de Kermadec. Des années 60 et 70 pendant lesquelles ce projet de film sur Aloïse a mûri, une importante bibliographie relative à la folie et à la psychiatrie peut être retenue. On peut penser à Foucault, on peut penser au sociologue Erving Goffman, ou encore à l'ordre psychiatrique de Robert Castel, mais c'était un peu plus tard. Mais je pense surtout qu'on peut poser l'hypothèse selon laquelle Liliane de Kermadec a recueilli des témoignages de personnes qui étaient plus directement concernées par l'hôpital, à travers par exemple les séminaires ou les groupes de réflexion qui étaient organisés dans les mouvances de l'antipsychiatrie ou de la psychothérapie institutionnelle à l'époque. Il n'est pas non plus impossible qu'elle se soit appuyée sur des images, y compris des images en mouvement, puisque cette époque est marquée aussi, ces années 60 et 70, par l'entrée des caméras documentaires dans les institutions, pour des raisons autres que médicales. On peut penser à Regard sur la folie, La fête prisonnière de Mario Ruspoli, sorti en 62, ou encore à Titicut Folie de Frédéric Wiseman, sorti en 67, dont on a beaucoup parlé pour ses scènes donc, les plus choquantes, mais qui comportent aussi des séquences calmes, où Wiseman nous donne l'occasion de voir ces liens, ce fourmillement de liens que les patients prisonniers tissent avec le monde, entre eux et avec la caméra, dans la cour, dans les salles communes. Je disais donc les quelques éléments qui nous permettent de situer cette séquence dans le temps et dans l'espace, dans les faits, passent plutôt par les rôles secondaires. Par son jeu, Delphine Seyrig, elle, ne livre aucune information qui nous permette de contextualiser la scène. Aloïse demeure, dans son mutisme, peu expressive, excentrée par la mise en scène jusqu'aux derniers instants. Elle interagit peu avec les autres, elle réagit peu à leur présence, elle ne regarde personne. On ne la verra pas non plus se préparer avec les autres dans le vestiaire, elle est à l'écart, séparée du groupe par une petite cloison, et se fait une tresse. Lorsqu'on la découvrait, au début de cette séquence, déjà, elle faisait les 100 pas, en travers de la pièce, et se semble-t-il indifférente aux autres. Indifférente, mais cela n'est pas tout à fait sûr. Une chose est sûre, Aloïse fait les 100 pas en diagonale, c'est-à-dire qu'elle ne soumet pas sa direction à l'orthogonale que lui impose pourtant ces lieux, ce cadre architectural. Elle suit une oblique. Je fais le pari que cette oblique physique, géométrique, est en vérité la traduction d'une oblique intérieure, psychologique, qui va finalement infléchir toute la dramaturgie de cette séquence, l'orienter sur toute autre chose que sur la trajectoire médico-administrative d'Aloïse, et même sur toute autre chose que sur le fait de se coucher. J'ai découpé cette séquence d'une certaine façon, qui ne prétend pas être la bonne façon, mais qui n'est pas neutre, en fait. C'est-à-dire qu'immédiatement après le dernier plan que vous avez vu, on voit Aloïse, qui est bel et bien couchée donc. Mais si j'ai coupé avant, c'est parce qu'il me semble déceler une autre résolution dramatique, plus importante précisément à cet instant, précisément sur ce plan-là, sur le visage de cette jeune femme mélancolique.
Entre le début de cette séquence et ce plan, j'ai compris que la véritable affaire d'Aloïse, là sous mes yeux, ce n'était pas d'aller se coucher. Le drame d'Aloïse, son drame oblique, sa ligne de fuite, ce n'est pas d'aller se coucher, ou non, à quelle heure, tous les soirs, depuis combien de temps, etc. C'est de retrouver sa voix, d'en renouveler l'usage. Et c'est enfin ici que commence son œuvre, et c'est ici aussi qu'Aloïse reprend position vis-à-vis des autres. Aloïse jeune, donc rêvait de devenir cantatrice, Liliane de Kermadec a choisi de mettre l'accent sur cette aspiration pendant la première partie du film. Il en est question dès la seconde séquence où Aloïse fait une démonstration de chant devant son père qui l'interrompt en jetant une pièce de monnaie sur la table. On aura ensuite des visites chez son professeur de chant, soucieux de rétablir le lien entre sa voix et son corps, ainsi qu'une scène à l'église durant laquelle on comprend qu'Aloïse ne trouve aucune satisfaction à chanter en chœur avec les autres, parce qu'elle recouvre sa voix. Le prêtre lui répond d'ailleurs à cet instant « C'est la voix de Dieu qu'on doit entendre, pas la vôtre. Le temple n'est pas un théâtre. » Mais Aloïse veut entendre sa voix, que sa voix soit la sienne. Elle rend d'ailleurs visite au gérant d'une salle de spectacle qui l'invite à visiter les lieux, et le voyant évoluer, chanter sur scène, elle sourit. On pourrait croire que la réorientation artistique d'Aloïse, du chant au dessin, va de pair avec un abandon de tous ces problèmes liés à la voix, au corps vocalisant individué et situé par rapport aux autres. Mais Liliane de Kermadec présente les choses bien différemment. D'après la séquence qu'on a vue, le commencement de l'œuvre dessinée d'Aloïse semble avoir supposé qu'elle repasse par ses problèmes de voix. Ainsi, tandis qu'elle arpente le hall en diagonale, au début, si on tend l'oreille, on entend un chuchotement, un soupir, des marmonnements, un claquement de langue. Au départ, la source de ces sons est incertaine, mais lorsqu'on découvre le visage de Delphine Seyrig, on s'aperçoit qu'elle bouge les lèvres. Et étrangement, le mouvement de ses lèvres ne correspond pas exactement aux syllabes qu'on croit identifier à l'ouïe. Mais là est précisément l'enjeu. Rétablir ce lien entre ce corps et ses vocalises. Aloïse Dutel, pour cela, œuvrait en deçà de toute partition musicale, en deçà même des paroles et de tout ce qui peut s'écrire au seuil de l'articulation, entre sa bouche, sa gorge, sa respiration et la matérialité de sa voix. À l'autre bout de la séquence, le chemin parcouru est immense. Aloïse parle. Alors, elle ne chante pas, mais cette voix n'en est pas moins soulevée cette fois par la poésie. Tout n'est pas parfaitement audible. Je cite ce que j'entends. « Ô douleur, ô désespoir, je ne parviens pas à saisir les fleurs délicates, avant l'enterrement déposé dans chaque repli de mon corps, de mon cœur, emporté par la misère. Que ne puis-je retremper mon âme en feu dans les yeux, au firmament constellé d'étoiles d'un homme inaccessible que j'aime éperdument, seul un miracle d'un amour divin, raser les murs qui m'en séparent éternellement. » Pour mettre en évidence cette parole, Liliane de Kermadec devait bien connaître l'œuvre complète d'Aloïse, qui inclut de l'écrit au crayon, sur papier récupéré, surtout dans sa première phase, entre 1917 et le tout début des années 20. On voit que peu à peu, à ces écrits se sont ajoutés des dessins. Il a fallu, pour les fixer, ces mots sur son support, qu'Aloïse s'en procure, des supports. Et le problème est effectivement abordé dans le film, mais en amont encore. C'est ce que suggère ici cette séquence. Il fallait qu'Aloïse retrouve un usage de sa voix, c'est-à-dire, comme on l'a vu, qu'elle se la réapproprie physiquement, mais aussi, comme on va le voir, et je vais finir là-dessus, qu'elle se resitue vis-à-vis de l'autre. Cette autre, c'est l'auditrice mélancolique d'Aloïse, celle qui l'écoute à la fin. Il a fallu que l'espace s'ordonne, se construise sous la forme de ce chant contre chant, ce vis-à-vis autour de l'événement et cette parole d'Aloïse. Et ici encore, ce personnage secondaire qui est l'auditrice mélancolique d'Aloïse n'est pas seconde en vérité, puisqu'elle se met en position avant qu'Aloïse parle. Ce dernier plan sur cette auditrice est en fait la reprise d'un autre qui est inséré en amont avant la révolte de la patiente qui imite la poule, ce qu'indique qu'elle est bien en place. Cela pour dire que malgré les apparences et malgré le fait qu'Aloïse paraisse murée dans son silence, coupée du monde et des autres, ce que nous dit ce montage, c'est que cette communauté de femmes autour d'Aloïse a compté. Ce sera aussi avec elle et par rapport à elle, bien que suivant des relations singulières et bien qu'aussi à l'écart, qu'Aloïse va se construire et construire son œuvre.
Donc, je repasse la parole à Muriel. Merci beaucoup, Lucie, pour cette très, très belle analyse, très fine, quasiment plan par plan de cette séquence d'Aloïse et Liliane de Kermadec. Donc, il y a des questions de plusieurs personnes là, qui suivaient votre analyse. Et bon, à plusieurs reprises, des personnes se demandent où est-ce qu'on peut trouver le film pour le voir en entier. Est-ce qu'une ressortie est prévue quand les salles vont rouvrir? Donc, je pense que Lucie, vous n'êtes pas en mesure de répondre totalement à cette question. Je pourrais compléter un petit peu dans la mesure du possible, voilà, ce que vous direz. Peut-être comment on peut voir le film. Alors, il existe, il y a effectivement, comme le dit Sarah, une édition DVD de ce film qui n'est pas, comment dire, excellente au niveau de la qualité. Sinon, il y a une copie, je crois, de ce film quelque part, peut-être à Toulouse, mais j'ai pas vérifié, à vrai dire, récemment si elle Très y est. bien. Bah, donc, c'est ça sera mon rôle, notamment avec mes collègues programmatrices, d'essayer de trouver le film et de pouvoir le montrer quand nous rouvrirons nos salles au Forum des images. Pourquoi pas? On donne rendez-vous aux spectateurs. Et une autre question concernait le fait que François Truffaut a tourné la même année l'histoire d'Adéla. Est-ce qu'il y aurait un lien entre les deux films? Pour moi, le lien se joue à l'extérieur, en fait, au départ du cinéma, ou en tout cas concerne, disons, cette époque, c'est-à-dire un intérêt du cinéma pour ce thème de la psychiatrie, sans doute par le biais je le disais, de la critique sociale et des réflexions sur les institutions qui avaient lieu donc à l'époque, et l'arrivée du cinéma direct, qui a vu émerger des documentaires comme celui de Ruspoli ou celui de Wiseman, et par suite des tentatives de fiction autour de cette question-là, donc le film de Truffaut. Il y avait aussi le film de Ferré qui s'appelle Histoire de Paul, qui est un très beau film aussi sur un homme qui rentre à l'hôpital pour des raisons qu'on ne connaît pas d'ailleurs. Enfin, au début du film, on est directement dans l'hôpital et Paul n'a pas d'histoire en fin de compte. Et oui, je pense qu'il y a un rapport autour de cet intérêt général du cinéma pour cette question autour des années 70-75. Oui, il y a un intérêt pour les personnages un petit peu marginaux dans le cinéma français des années 70. Au-delà de la psychiatrie, moi j'ai beaucoup pensé au film de René Alliot, Moi, Pierre Rivière, qui est sur un personnage d'assassin, avec un style qui se rapproche un petit peu de celui de Liliane de Kermadec dans Aloïse, avec un faux naturalisme, une distance. Donc je ne sais pas si... je ne me rappelle plus si le film d'Alliot précède ou enfin celui de C'est Liliane de quasiment en Kermadec. même temps, il me semble. Et tous ces Parce que films... Oui, pardon. Oui. Tous ces films, en fait, c'est-à-dire que je n'ai pas réussi à poser l'hypothèse que l'un avait vu l'autre et réciproquement. J'ai l'impression qu'ils ont été tournés et qu'ils sont sortis à intervalles trop rapprochés pour qu'on puisse faire l'hypothèse d'une influence les uns sur les autres. Peut-être Il y a qu'ils en une ont communauté, il y a un esprit commun à ces films. Et parmi les autres questions, quelqu'un se demande qui est le ou la directrice de la photo, parce que la lumière est magnifique. Alors là, je chercherai, pardon. Je peux regarder rapidement sur... Non, mais je le ferai. Je vais en profiter pour poser une autre question. La phrase prononcée par Aloïse, que ne puis-je retremper mon âme en feu dans les yeux de firmament, constellés d'étoiles d'un homme inaccessible que j'aime éperdument, suite à sa rencontre avec l'empereur Guillaume II, point d'interrogation. Oui, c'est possible.
En tout cas, c'est une hypothèse qui est, ou même parfois présentée comme un fait par les biographes d'Aloïse venus de la médecine ou dans le monde de l'art aussi. Quand on y regarde de plus près, en fait, il y a eu d'autres hommes susceptibles d'avoir plu à Aloïse ou de l'avoir fascinée, soit de grands hommes qu'elle n'a peut-être jamais rencontrés. Il n'est pas sûr qu'elle ait vraiment rencontré Guillaume II. C'est possible, mais ce n'est pas certain. Mais elle parle aussi de Lincoln, par exemple, d'autres grands hommes de l'époque où il y a eu aussi des histoires d'amour un peu empêchées à Lausanne avant qu'elle parte pour Leipzig et pour Potsdam, avec donc cet ingénieur dans le film, qui est présenté comme un ingénieur dans le film. Peut-être un prêtre aussi, enfin. Alors, une autre question. Y a-t-il des motifs communs entre sa poésie et ses dessins? Est-ce que la scène de visite d'Aloïse de sa propre exposition est inspirée de faits réels? A-t-elle pu se rendre compte de l'attention qu'elle avait suscitée par son œuvre? Alors, pour la première question, oui, on peut trouver des motifs communs entre ses dessins et sa poésie. C'est un mélange de questions mythiques, religieuses, éventuellement en relation avec la politique internationale, mais vraiment orientée sur le pacifisme. Donc oui, elle fait émerger aussi des personnages issus de l'opéra, du théâtre, même peut-être du cinéma d'ailleurs. Il y a Ben Hur, par exemple. Et alors la suite, c'était donc par rapport à la scène à la fin de l'exposition. Oui, c'est basé sur des faits réels. Elle est effectivement sortie de l'hôpital une fois pour visiter une exposition de ses œuvres. Et les phrases qu'elle prononce sont vraies aussi. C'est-à-dire que ce qu'elle dit à ce moment-là, devant ses œuvres, donc on entend qu'elle se dévalorise. Elle dit que les couleurs sont passées, que ce n'est pas elle qui l'a fait. Et elle finit par dire aussi que le véritable artiste, c'est celui qui a accroché ses œuvres sur les murs. Ça, ce sont des phrases que Aloïse a véritablement prononcées. Et est-ce qu'elle a pu se rendre compte de l'attention qu'avait suscité son œuvre? Je suppose. Je ne sais Oui, pas. on ne sait Mais pas. je suppose, oui. À travers cet événement-là, notamment, oui. Et il y avait aussi, il y avait quand même son échange avec Jacqueline Poré-Forel, dont elle retenait quand même visiblement quelque chose, puisqu'elle a voulu ensuite lui dédier une œuvre à Jacqueline Poré-Forel. Donc, le directeur photo du film s'appelle Jean Penzer, Penzer, je ne sais pas si je prononce correctement son nom. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je crois qu'on a fait le tour. On vous a mis aussi, Lucie recommandait un très bel article d'Alexandre Moussa qui est sur le site de Criticat, qui présente bien à la fois le film Aloïse et l'œuvre de Liliane de Kermadec. Donc voilà, ça complétera bien ce que Lucie a pu nous dire ce soir. Et, ah oui, y a-t-il de la musique dans le film? Dernière question, pardon. Alors là, je ne sais plus. Ça, c'est une excellente question. C'est une excellente question. Merci de me l'avoir posée. Il me semble pas. Je regarde très vite si je trouve une information à creuser, on va dire. On vous donnera des nouvelles. Oui, effectivement. Alors, il y a, dans la conversation, je vois, oui, j'y pense, du coup, effectivement, il y a une scène danse, oui. de fête dans la cour de l'hôpital où on voit des vinyles qui tournent. Bon, il y a de la musique à ce moment-là. Oui. Oui. Et puis, il y a la séquence de générique qui est assez extraordinaire, la séquence de générique du film. Oui. Il y a une musique d'opéra oui, c'est vrai. très, très, très curieuse, un peu agressive presque.
Enfin bon, c'est un peu difficile d'en parler parce qu'on pourrait peut-être décrire le générique parce que je le trouve très très beau et très très intriguant et on sait tout de suite qu'on est dans un film à part. Oui, on voit donc ce soleil qui s'inverse, qui change de couleur et qui devient rouge, hein, il me semble, qui est la couleur donc préférée d'Aloïse. Et cet opéra dont j'ai connu le titre, mais j'ai oublié de vérifier, qui est un opéra relatif à la guerre. Oui, je regarde parce qu'en fait, alors dans l'article de Criticat, effectivement, il y a les deux images. Et oui, la musique, oui, moi aussi m'échappe. Il y a un caractère un petit peu d'avant-garde à l'entendre. Il y a des cris. Oui, oui. Mm. Bon, excusez-nous là, ça va faire un grand blanc. Donc, bon, le générique montre tout de suite que c'est un film, effectivement, ce ne sera pas une biographie classique. Voilà, c'est ça qui est important, comme vous l'avez dit, avec des ellipses temporelles, etc. Voilà, en tout cas, les gens sont très contents, vous remercient, ça donne très envie de voir le film. Et Stéphane nous donne un lien, partage un lien d'une émission de France Culture sur le bal des folles de la Salpêtrière. Donc ça, c'est très intéressant, effectivement. Merci. Ça va bien compléter ce zoom sur. Merci beaucoup, Lucie. Merci beaucoup à vous d'avoir choisi ce film extrêmement rare. Je voudrais juste... Voilà, là, ça défile les liens. C'est très, très... Merci beaucoup de partager tout ça. Merci. C'est très chouette. Je voudrais juste annoncer le Zoom sur de la semaine prochaine avec Bertrand Mandico, le cinéaste Bertrand Mandico, qui a choisi, alors, dans un tout autre genre, d'analyser une séquence du film Feuve, Guerre et paix de Sergueï Bondartchouk. Donc, on vous souhaite une très bonne fin de lundi de Pâques et merci de l'avoir passé avec nous et avec Lucie Garçon. À très bientôt.